Bonjour, bienvenue sur l'internaute.com. Question Argent, votre rendez-vous où des experts viennent répondre à vos questions et de retour. Et aujourd'hui, nous allons évoquer les contrats de prévoyance. Et nous recevons pour cela Marie-Hélène Poirier, secrétaire générale de Swiss Life France. Bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation et de répondre pendant 30 minutes à bâton rompu, sans filet, aux questions qui vont vous être posées par les internautes. Nous démarrons tout de suite avec la question de Irène qui vous demande « Bonjour, je ne comprends pas bien les différentes composantes des contrats de prévoyance. Pouvez-vous m'aider à y voir plus clair ?» Alors, les contrats de prévoyance, cela recouvre beaucoup de choses. Les garanties de base, ce sont les garanties incapacité, invalidité, décès. Les contrats de prévoyance peuvent être souscrits à titre particulier, peuvent être souscrits, ils le sont souvent dans le cadre professionnel. L'entreprise peut souscrire un contrat pour ses collaborateurs. Les professionnels non salariés peuvent également souscrire des contrats. Il y a un cadre fiscal, notamment le cadre Madelin. Par ailleurs, il existe des contrats spécifiques, objectifs particuliers, par exemple les contrats dépendance, les contrats obsèques, l'assurance emprunteur, les garanties des accidents de la vie, les contrats hospitalisation. Voilà, c'est beaucoup de choses, c'est une multitude de choses, les contrats prévoyance. Et grâce aux questions, on va avoir l'occasion dans les minutes qui suivent de détailler tout ça. Alors justement, Violaine nous demande en quoi est-il important de souscrire un contrat de prévoyance. Elle nous dit que personnellement, elle ne se sent pas concernée. Alors c'est amusant parce que, alors à quoi ça sert les contrats prévoyance ? Eh bien cela sert à permettre aux gens de faire face aux aléas de la vie concernant la personne. Comme on s'assure contre les aléas pouvant survenir à son logement, à sa voiture, eh bien là il s'agit de tout ce qui touche à la personne, ça n'est quand même pas sans importance. Et il s'agit essentiellement du risque d'incapacité, c'est-à-dire des privés de la faculté de travailler, de percevoir un revenu, ou pire, d'invalidité. Et là il y a toute une gradation bien sûr de l'invalidité qui peut aller jusqu'à la dépendance totale. En fait. Donc cela sert à la fois pour soi, bien sûr, pour se procurer un revenu supplémentaire, pour permettre d'aménager son logement, de continuer, malgré une invalidité, à avoir des projets, et bien sûr à aider ses proches, bien évidemment, surtout quand on a charge d'âme, quand on a une charge de famille. C'est plus pour ça d'ailleurs, c'est plus par rapport aux proches que par rapport à soi-même qu'on a intérêt à souscrire à un contrat de prévoyance. Franchement, pas seulement. C'est vrai qu'on constate qu'il y a un élément déclencheur, ce sont les enfants. Les personnes qui ont des enfants, même un enfant, pensent immédiatement, et s'il m'arrivait quelque chose, voilà, surtout dans les familles monoparentales, là c'est un besoin vraiment impérieux. Mais protéger les proches, bien sûr, mais ça n'est pas le seul cas. Hein. Bien sûr, il s'agit aussi de soi-même, de faire face, de subvenir à ses propres besoins, sans être une charge. Voilà. D'accord. Question pratique de Cécile qui nous demande « Est-ce qu'il existe des franchises et des jours de carence comme pour les autres types d'assurance ?» Bien sûr, tout dépend des contrats, tout dépend des types de garanties. C'est difficile de généraliser. En général, tous les dommages qui font suite à un accident ne prévoient pas de période de franchise, de délai de carence. Oui, parce qu'on ne prévoit pas d'avoir un accident, c'est un peu exceptionnel et involontaire. En général, c'est du bon sens, en fait, ce que font les assureurs. Et c'est toujours très pragmatique. Par contre, les conséquences d'une maladie, oui, il peut y avoir. Il faut regarder vraiment le contrat. Le contrat doit être extrêmement précis et clair. Là-dessus, on ne peut pas opposer, bien sûr, une franchise ou un délai de carence qui n'est pas prévu contractuellement. D'accord, tout est inscrit dans le contrat. Tout est écrit, tout doit être écrit de la manière la plus précise dans le contrat. Mais pour répondre un peu à Cécile, ce qu'on peut lui dire, c'est en fait ces jours de carence et il y a les ce grand franchises, distinguo sur ça va dépendre de la probabilité que ça survienne, de manière involontaire ou volontaire. Oui, l'origine accidentelle ou l'origine maladie, et là il y a une franchise pour permettre que le contrat reste vraiment un contrat aléatoire. D'accord. Alors dans votre première réponse à la première question, vous avez évoqué le fait qu'on pouvait avoir un contrat de prévoyance au travers de son entreprise. Alors du coup, ça a suscité quelques questions, notamment Luc qui nous dit que son entreprise a souscrit un contrat de prévoyance et il vous demande comment savoir ce qui est couvert par ce contrat.
Les salariés, lorsqu'ils sont couverts, doivent absolument être au courant de ce qui est prévu au contrat. Ils doivent recevoir une notice, tout cela est prévu par la loi, qui doit être remise par le souscripteur, c'est-à-dire le chef d'entreprise, et qui détaille le montant des prestations, bien évidemment. D'accord. Et une fois par an ou seulement quand on rentre dans l'entreprise, on nous remet les informations? Au moment de la souscription, bien sûr, au moment de l'adhésion, Voilà. Il peut y avoir un renouvellement, on peut remettre une nouvelle notice, mais il suffit à l'adhérent, au salarié, de réclamer à son employeur une notice. Oui, tout simplement. Au moment où il en a besoin, il peut aller voir les ressources humaines et poser la question. Oui, tout à fait. Éventuellement, l'employeur, s'il n'est pas certain d'avoir la dernière notice, etc., parce qu'il a garé, peut toujours se retourner vers l'assureur. Voilà. Mais bien sûr, il doit être informé. L'information doit contenir tout ce qu'il y a dans le contrat, notamment en termes de descriptif des garanties, bien sûr. Et on passe forcément par l'employeur, parce qu'aujourd'hui, avec Internet, le téléphone mobile, on pourrait imaginer qu'il y ait des parties d'informations que l'on puisse consulter sans devoir aller solliciter l'intervention du service de ressources humaines. Absolument. Alors là, tout dépend de l'entreprise, tout dépend aussi de l'assureur. Il y a des modalités de communication dématérialisées qui ont tendance à se développer, absolument, et qui permettent de faciliter les choses et d'avoir l'information absolument sous la main et sans encombrer de papier, et d'avoir tout cela actualisé à tout moment, parce qu'il y a aussi des questions de revalorisation, bien sûr, des prestations, etc. Vous avez raison, ça se développe, ça c'est très clair, ça se développe. D'accord. Question de Jeanne, qui elle a lu ses garanties, en tout cas, puisqu'elle nous dit qu'elle n'en est pas satisfaite, et elle vous demande, est-ce que vous pouvez lui dire s'il existe des garanties complémentaires qu'elle pourrait librement choisir en complément de son contrat de prévoyance souscrit par son entreprise? Alors, il est toujours possible de souscrire des garanties complémentaires, des garanties à titre individuel. Ça, on est bien conscient que dans l'entreprise, les garanties, notamment en termes d'invalidité, peuvent paraître faibles selon les cas. Les contrats d'entreprise eux-mêmes prévoient parfois des garanties optionnelles, facultatives pour les adhérents. Donc je conseillerais à cette personne de s'adresser tout d'abord à son employeur ou à son DRH pour demander s'il existe de telles options supplémentaires et à défaut bien, de se tourner vers un assureur du marché pour souscrire une assurance particulière, individuelle. Pour être clair sur la prévoyance collective, c'est l'entreprise qui choisit les options, enfin les garanties qu'elle souscrit pour l'ensemble de ses salariés. Oui, tout à fait. C'est elle qui choisit, concrètement, c'est elle qui signe le contrat, c'est pas le salarié. Ah non, les contrats d'entreprise, absolument, qui sont assortis d'ailleurs d'avantages fiscaux et sociaux pour les salariés et pour l'entreprise. Ce sont des contrats de groupe à adhésion obligatoire pour les salariés ou pour un groupe homogène, une catégorie objectivement définie de salariés. C'est l'employeur qui choisit un socle minimal et quelquefois des facultés d'options qui là seront offertes librement au choix des salariés. Mais il y a au moins le socle minimal, commun, à tous les salariés ou au groupe de salariés concernés. Oui, d'accord. Question d'actualité avec Jean. Il s'est aperçu que les cotisations patronales sur la complémentaire santé étaient soumises à l'impôt sur le revenu. Et il se pose la question de savoir si les cotisations sur le contrat de prévoyance sont également concernées. Voilà, bonne question. Les règles du jeu viennent changer avec la loi de finances pour 2014, effectivement. En ce qui concerne les cotisations santé, les garanties santé, ce ne sont pas les garanties prévoyance, c'est autre chose. Les garanties santé sont les remboursements des frais médicaux, de la pharmacie, etc. Ils étaient, jusqu'à présent, les cotisations employeurs étaient déductibles de l'assiette de l'IRPP, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, pour les salariés. Ça n'est plus le cas à compter des revenus 2013, donc au titre de l'impôt sur le revenu de 2014. En revanche, les cotisations employeur-prévoyance sont toujours déductibles de l'assiette de l'impôt. Et celle versée par le salarié, s'il y a une part salariale, elle sera déductible également de l'impôt, de l'assiette de l'impôt sur le revenu. D'accord. Absolument. Donc Jean, il faut être tout à fait rassuré. Pas de changement pour la prévoyance. Très bien. Voilà. Question de Léa. Est-ce que le capital est versé, si le capital est versé à un bénéficiaire, est-ce que c'est dans le cadre d'une assurance obsèque ? Alors, capital, on trouve toute forme de versement de capital. Il peut y avoir un capital décès qui sera servi aux proches. Il existe des contrats obsèques dont l'objectif est clair. Il s'agit de préfinancer en fait les frais d'obsèques et le montant du capital est dans ce cas-là versé à l'entreprise de pompes funèbres. Voilà. Il existe aussi des capitals
qui sont versés à la personne, à l'assuré lui-même, par exemple en cas de dépendance, pour lui permettre de procéder à des aménagements de son logement, à des dépenses particulières. Voilà, il existe. Mais tous les contrats où il faut vraiment se faire attention, parce que tous les contrats ne reversent justement pas de capital, forcément. Il faut vraiment regarder le contrat. Tout existe, tout est possible sur le marché. Voilà, il y a des contrats très larges, il y a des contrats très spécifiques qui ne comprennent que la garantie d'essai. D'autres peuvent ne pas la comprendre. D'autres peuvent prévoir l'incapacité, l'invalidité et le décès. S'ils prévoient l'invalidité, attention à la définition de l'invalidité. Il y a toute une gradation, encore une fois, dans la gravité de l'invalidité. Tout est prévu par le contrat et vraiment, j'ose presque dire que tout existe sur le marché. Voilà, d'accord. Donc il faut bien faire attention. Il faut faire très attention. De votre point de vue, quels sont les mots-clés à chercher forcément dans un contrat pour s'assurer que, par exemple, si on souhaite avoir un capital qui soit versé à soi-même, si j'ai bien compris dans certains cas, ou à un bénéficiaire, voilà, comment être sûr que ça va être le cas? Est-ce qu'il y a des appellations qu'on retrouve systématiquement quand il y a un capital versé? Oui, en termes de capital, il faut vérifier s'il existe déjà un capital, le montant de ce capital, le fait générateur du versement, encore une fois, est-ce le décès, est-ce que c'est une situation de dépendance, si oui, laquelle, quelle est la définition de la dépendance. Voilà. Il faut faire encore plus attention en ce qui concerne l'incapacité, l'invalidité, parce qu'encore une fois, on ne couvre pas nécessairement les invalidités partielles. Naturellement, c'est une question de tarification. Le tarif ne sera pas le même selon que l'on couvre toutes les formes d'invalidité ou seulement les invalidités les plus graves qui mettent la personne en état de dépendance totale. Si on a un invalidité à 20%, oui, tout à fait. À 20%, voilà. Il y a peu de chances d'avoir un capital. Par contre, si on a 60 ou 80, là, on a déjà plus de... Ce sont plutôt des rentes. En matière d'invalidité, en général, c'est plutôt une rente d'invalidité qui est versée. D'accord. Oui. Mais elle n'intervient que quand il y a vraiment un seuil très handicapant où la personne se Tout est prévu, vraiment. C'est le contrat, il n'existe pas une définition unique et universelle de l'invalidité. Il faut vraiment se référer au contrat. D'accord. Et il y a franchement des personnes qui peuvent avoir des mauvaises surprises parce qu'elles n'ont pas lu suffisamment le contrat, pas fait attention à cela, et c'est très important. Question de Gaëtan, on va partir sur un tout autre sujet, mais qui concerne toujours la prévoyance. Vous avez tout à l'heure énuméré tout un type de petites assurances, de contrats spécifiques, comme par exemple l'assurance emprunteur. Alors lui, apparemment, il a profité des fêtes pour discuter avec sa famille, puisqu'il nous dit, voilà, lors d'une réunion de famille, j'ai appris que des contrats de prévoyance proposaient des garanties concernant la réputation sur Internet. Est-ce vrai ? Oui, mais alors là, on ne parle plus de prévoyance, c'est autre chose. Mais ça rentre dans ça rentre dans le cadre des prestations que peuvent... D'assurance, oui, ça n'est plus du tout de l'assurance, mais c'est pas de la prévoyance, tout à fait. Non, mais ça existe et ça se développe absolument. Et avec, franchement, oui, les dégâts réputationnels qui peuvent survenir sur les réseaux sociaux et sur Internet, oui, tout à fait, il existe des assurances qui permettent de trouver les moyens techniques, juridiques, de contrer cela, de contrer les effets dommageables de ce type de propagande. Oui. Voilà, donc Gaëtan, oui, ça existe, mais ça n'est pas considéré comme un contrat de prévoyance. Voilà. Non. Voilà, prévoyance, ce sont vraiment les atteintes. Je ne sais pas sur quoi atteinte à la réputation. La conversation, mais voilà, sachez que c'est pas... Oui, c'est une atteinte à la personne, ceci dit, tout à fait, mais ce qu'on entend par prévoyance classiquement, c'est l'atteinte plutôt au physique, en fait. D'accord. La santé, voilà. Réaction de Pierre par rapport, pareil, tout à l'heure vous avez détaillé pas mal le type de garantie, en quoi ça pouvait être utile d'avoir un contrat de prévoyance. Et du coup Pierre nous demande, si ma mutuelle prend en charge déjà mon hospitalisation, qu'apporte de plus le contrat de prévoyance par rapport à l'hospitalisation ? Alors, par rapport à l'hospitalisation, bonne question. Les contrats hospitalisation en matière de prévoyance, on ne parle donc pas du remboursement, de l'opération, des frais médicaux, des médicaments, etc. Ces contrats hospitalisation permettent de faire face aux frais supplémentaires. Une hospitalisation engendre toujours des frais relativement incontournables et éventuellement des frais parce qu'on souhaite plus de confort ou parce qu'on a des besoins particuliers. Par exemple, on souhaite une chambre particulière, on a son animal domestique à faire garder, on a les enfants à faire garder, on peut avoir un besoin d'aide ménagère, on peut souhaiter avoir un accompagnant, voilà, une chambre pour l'accompagnant, etc. C'est à tout cela que permet de faire face la garantie hospitalisation. Ce sont les faux frais, si vous voulez, hospitalisation. D'accord, qui ne sont pas pris justement en charge par la complémentaire santé, par exemple.
ni par la sécurité sociale, ni généralement par la complémentaire santé. Ça n'est pas l'objet, effectivement. Tout à fait. D'accord. On a une série de questions sur les obsèques. On commence par Jacqueline qui nous dit quelle garantie puis-je avoir pour être sûr que les modalités de mon contrat obsèques s'appliquent telles que je l'ai prévu. Alors, les modalités, les contrats obsèques, là aussi, comportent une grande variété. Il y a essentiellement d'ailleurs deux types de produits sur le marché. Ceux qui servent une prestation en espèces, donc un capital. On désigne comme bénéficiaire du capital en cas de décès une entreprise de pompes funèbres. Et il y a des contrats qui prévoient des prestations en nature. En général, ces dernières volontés sont plus demandées, requises dans le second type de contrat, mais ça n'est pas universel. Dans le premier type également, on peut faire part de ces dernières volontés, etc. Comment être sûr? Normalement, on a affaire à des professionnels dont c'est le métier et qui s'engagent bien sûr. Ils sont obligés déontologiquement de respecter ces dernières volontés. D'accord. Et il n'y a pas une tierce personne qu'on peut nommer pour qu'elle suive effectivement Alors, les volontés? Il peut y avoir effectivement un mandataire que l'on peut nommer pour suivre, pour veiller, tout à fait. Il y a notamment maintenant le cadre civil de droit commun prévoit le mandat de protection future, par exemple, qui permet de désigner un mandataire pour veiller aux aspects patrimoniaux et aux aspects plus personnels, et ce peut être tout à fait dans ce cadre-là, absolument. Vous le recommandez ou c'est vraiment une option, vous, en tant que professionnel? Si un client comme Jacqueline se pose la question, est-ce que c'est quelque chose que spontanément vous allez lui proposer? Si quelqu'un est très attaché à cela, il faut vraiment un contrat spécifique prévoyant des services particuliers, des garanties, voilà. Là encore, il faut regarder ce que propose le marché, comparer les produits, et il y a vraiment des formules qui sont vraiment très riches, très, très bien faites. D'accord. Et bien entendu, le coût va avec, j'imagine. Oui, j'allais dire, rien n'est gratuit, oui, tout à fait. Question de Robert, toujours autour des obsèques. Si les frais d'obsèques viennent à être plus élevés que le capital censé les financer, qui paye? Les ayants droit? Est-ce obligatoire pour eux? Alors il y a une règle selon laquelle ce sont aux héritiers d'assumer les frais d'obsèques. Maintenant, il faut ajuster le capital obsèque. On a quand même des idées assez précises de ce que peuvent coûter ce type de prestations, et ajuster le capital en conséquence. On a aussi le problème inverse, c'est-à-dire le montant du capital décès dépasse le montant des frais d'obsèques. À ce moment-là, il faut désigner un bénéficiaire en second à qui sera reversée la somme. C'est pas très difficile, très franchement, d'ajuster. Non, oui. non. Ça veut dire que quand on signe un contrat, en fait, on signe des options sans forcément les tarifer, mais c'est ensuite le prestataire qui, en fonction de la cagnotte constituée, va dire ça on peut, ça on peut pas. Oui, il n'y a pas un tarif unique. En fait, il y a une fourchette. Oui, puis il y a l'inflation, ne serait-ce que l'inflation, parce que quand ce serait un contrat, on imagine que c'est seulement dans quelques années. Tout à fait, une revalorisation. Mais normalement, les prestations sont revalorisées, mais il faut surveiller cela. Il y a un coût d'obsèque moyen qui est, je crois, de l'ordre de 4 500 €. Les contrats, mais tout ça est très général, prévoient des prestations entre 2 000 et 10 000. Voilà. Alors maintenant, selon la qualité de ce qui est souhaité, etc., il faut ajuster. Voilà. Mais franchement, ce n'est pas un souci que l'on rencontre, que l'ajustement du montant des frais avec le montant du capital. Alors, toutes ces discussions autour des obsèques développer la curiosité de Eric qui nous dit tout simplement quelles sont les garanties incontournables pour vous concernant une assurance obsèque. Qu'est-ce qu'il faut avoir dans son contrat obsèque qui vous semble être le minimum du minimum? Et qui peut mettre du coup en concurrence un contrat vis-à-y d'un autre. Oui, le minimum. Et ce qui est incontournable, c'est le capital décès, c'est le montant qui sera versé donc, à l'entreprise de pompes funèbres. Il y a d'ailleurs un certain nombre de contrats qui ne prévoient que cela, mais c'est essentiel. Voilà. Il peut y avoir, alors il faut regarder les contrats encore une fois, une partie recueil des dernières volontés. Il peut y avoir aussi une partie assistance. Cela est développé de plus en plus et c'est d'ailleurs très intéressant. Assistance, alors plutôt pour les proches, de façon à faciliter leurs démarches administratives, éventuellement les réaliser, une assistance psychologique, pourquoi pas, une assistance vie privée, etc. Voilà. D'accord. Et alors Jacques nous demande, est-ce qu'un contrat obsèque c'est pour une personne en particulier ou c'est pour toute la famille?
et où, voilà. Ah non, en général, franchement, c'est pour soi. C'est une assurance que l'on souscrit là pour préfinancer en fait ses obsèques, pour avoir ce que l'on souhaite, et puis décharger ses proches de ce tracas financier. D'accord, donc si on est chef de famille et qu'on veut aussi couvrir son conjoint ou ses oui, enfants... rien n'est impossible, c'est plus rare. Il faut à ce moment-là, oui, c'est vrai. C'est quelque chose de plus rare, mais pourquoi pas effectivement assurer toutes les familles, ne serait-ce qu'au cas où il y a un accident de transport, tout à fait, tout est faisable. C'est beaucoup plus rare. D'accord. Donc, de ce que je comprends dans votre explication, c'est qu'en fait, c'est plutôt le chef de famille. Ce type de contrat s'adresse bien à des personnes qui tiennent un peu les rênes de la cellule familiale et qui les aléas qui les touchent peuvent complètement changer l'organisation de la famille et la vie de la famille. Alors, sur les assurances obsèques en particulier, le profil type de souscripteur, c'est plutôt des personnes d'un certain âge. Rares sont les personnes qui pensent avant 40, 50 ans, voire même 60. C'est aux alentours de... je veux dire, là, contrairement à d'autres assurances, on peut quand même attendre, le coût n'est pas quand même considérable. Tout dépend comment on veut financer. On peut, en général, les contrats prévoient une possibilité de verser seulement une prime unique, ou des primes périodiques. Maintenant, si on préfère lisser dans le temps, verser des toutes petites primes pendant 15 ans ou 20 ans, il faut s'y prendre, bien sûr, plus longtemps à l'avance. Voilà. Mais la tranche d'âge, c'est plutôt 50-70 ans, j'allais dire, au sens large. D'accord. Et ce qui, du coup, influence beaucoup le prix, parce que vu que la probabilité d'en avoir besoin est plus proche, est-ce que ça veut dire que ça engendre un surcoût éventuel? Sujet très important. L'âge, dans tous ces contrats de prévoyance, bien sûr, l'âge est un facteur de tarification très important, bien sûr. D'accord. On va prendre encore 3 questions. Noël qui souhaite que vous reveniez un petit peu sur la rente concernant l'invalidité. Elle souhaiterait avoir des explications concernant les modalités de mise en œuvre d'une rente, c'est-à-dire comment ça se passe quand on souhaite activer l'option de rente pour invalidité. Alors, l'invalidité, en principe, suppose une consolidation de l'État. Il y a une grande différence entre l'invalidité et l'incapacité. L'incapacité est plutôt temporaire. Voilà. L'incapacité, les prestations se font plutôt sous forme de ce qu'on appelle l'IJ, c'est-à-dire d'indemnité journalière. L'invalidité est un état plus grave, en principe définitif. Rien n'est jamais définitif. Il peut y avoir aggravation ou au contraire rémission. Il faut tout en passe par l'avis du médecin. Il faut bien sûr l'avis du médecin. Maintenant, il faut regarder chaque contrat d'assurance. Certains contrats prévoient un déclenchement automatique dès lors qu'il y a classement par la sécurité sociale, puisque la sécurité sociale a ses propres principes. Vous avez encore une fois les 3 classes d'invalidité dans le code de la sécurité sociale. Pour certains contrats, c'est extrêmement simple. L'élément déclencheur, c'est le classement. Quelqu'un est classé en invalidité 2e catégorie. Cela est prévu par le contrat d'assurance. Eh bien, donc la rente sera déclenchée. Voilà. Dans d'autres cas, il faut un examen médical. Voilà. Ça veut dire que il faut une consolidation. En principe, l'invalidité est un état consolidé. D'accord, oui, ça peut pas être, ça peut être un état temporaire. L'état temporaire, c'est l'incapacité, plutôt, en fait. D'accord. Ce qui veut dire donc que l'assureur a les références donc du numéro de sécu et qui a, comme pour la complémentaire santé, un dialogue entre l'assurance maladie et l'assureur s'il y a un enclenchement automatique. On passe tout d'abord par la personne assurée elle-même. En général, c'est à elle que l'on demande d'envoyer les justificatifs, le justificatif du classement par la sécurité sociale. D'accord, donc en fait c'est ça qui donne le formulaire et le formulaire on le transmet à l'assureur qui, recevant ce papier, contacte la sécurité sociale, vérifie la situation, fait cette précaution d'usage et après active le... On demande une attestation du classement en invalidité, telle catégorie, 1re, 2e, 3e selon le contrat. Voilà. Et c'est au vu de ce justificatif que la rente est payée, si tant est que le contrat, encore une fois, prévoit ce type de prestation. Mais il y a d'autres formules. Et il peut y avoir des délais, c'est-à-dire que si on tarde un peu à envoyer son formulaire ou entre le moment où on pose la demande et au moment où elle sera effectivement mise en route, est-ce qu'il y a un délai minimum ou un délai maximum?
Ah non, il n'y a aucun délai. On a intérêt, bien évidemment, à le faire le plus rapidement possible, se rapprocher de son assureur le plus rapidement possible. D'accord. Donc, ce qui veut dire que s'il y a un dossier qui a un peu de retard, il y a éventuellement un paiement rétroactif quand on arrive à une situation où, à quelques jours près, il aurait dû y avoir un paiement, mais le dossier, voilà, il y avait besoin de faire des vérifications, il y a eu un retard. Oui, tout à fait. À compter du jour de la consolidation, du jour du classement dans la situation qui est garantie, il y a éventuellement un rattrapage, tout à fait, si des tracasseries administratives ont fait qu'il y a un retard. Question de Gérard, vous avez évoqué les services d'assistance et il se demande, il nous dit, il y a de plus en plus de services d'assistance et de confort dans les contrats de prévoyance. Oui. On en trouve parfois les mêmes qui sont identiques dans la multirisque habitation ou dans l'assurance auto. Peut-on demander la suppression des options en doublon entre deux contrats? Et si oui, quelles sont les bonnes démarches? Alors, il faut effectivement vérifier qu'on n'est pas assuré plusieurs fois pour la même chose, mais il n'est pas certain que ces garanties d'assistance fassent doublon. Dans les garanties automobiles, ce qu'on couvre sont les conséquences d'un accident automobile en général. S'il survient une invalidité, une incapacité, un problème suite à autre chose qu'un accident de la circulation, en principe, on n'est pas couvert. Alors maintenant, dans les contrats de prévoyance, en général, il y a beaucoup d'options dans les contrats auto, multirisque habitation, le cas échéant. Il faut regarder, mais il faut surtout regarder vraiment la définition de la garantie. Le mot assistance en soi, ça recouvre peu de choses ou beaucoup de choses. Il faut vraiment regarder le détail. Une garantie, ça n'est pas qu'un mot, ça n'est pas que incapacité ou invalidité ou assistance, encore une fois. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas forcément se contenter de la brochure qui résume l'essentiel et aller dans les conditions générales et aller voir les garanties. Absolument, oui, tout à fait. Très bien. On va finir avec Yann, qui nous fait revenir sur l'assurance obsèque, avec cette question qui, c'est vrai, peut paraître évidente, mais comment savoir si un parent dispose d'une assurance obsèque? Est-ce que, comme l'assurance vie, il y a une recherche des ayants droit ou pas du tout, ou comment ça se passe? Bonne question. Il faut... Ça dépend si on a informé le bénéficiaire, si on a inscrit un bénéficiaire. J'imagine que c'est plus facile pour l'assurance s'il a un nom pour le capital. Si on est dans un contrat de capital versé, qu'on a un nom, du coup, on arrive à le contacter. Mais si la personne n'a pas souhaité mettre de bénéficiaire... oui, alors en général, les personnes qui souscrivent une assurance obsèque, malgré tout, ont tout intérêt à le faire savoir et ne pas oublier que est désignée une entreprise de pompes funèbres qui, en principe, est au courant. En principe, il y a eu éventuellement un dialogue, ne serait-ce que pour connaître les tarifs, les prestations, etc. Voilà. On imagine il faut informer aussi... du décès, bien sûr. Et puis on imagine que les modalités sur l'assurance obsèque sont similaires à celles inscrites sur le testament. Parce qu'en général, on peut aussi avoir un lien entre les deux. Oui. Et par ailleurs, il existe un dispositif d'interrogation qui concerne tous les contrats d'assurance vie et donc de décès, qui est Agira. Vous savez que toute personne peut, à l'occasion du décès d'une personne, interroger l'Agira pour savoir si un contrat d'assurance a été souscrit, D'accord. Notamment à son bénéfice. Très bien. Merci beaucoup Marie-Hélène Poirier d'avoir accepté de répondre aux questions de nos lecteurs. Merci à vous pour toutes les questions que vous avez posées. Désolé auprès de ceux qui ont posé des questions et que nous n'avons pas traitées. Nous avons essayé à travers quelques questions et de relance, essayer de les poser au moment le plus opportun. On vous retrouve bientôt sur l'internaute.com pour d'autres sujets concernant vos finances personnelles.